Je vais passer la parole à Philippe Debec de l'INRAE. On va revenir cette fois-ci au soja avec des résultats de projets sur quelle variété de soja en relais dans le blé. Philippe, tu as une petite vingtaine de minutes. Ok. Voilà, donc on va revenir un peu au soja en relais dans du blé. On en a beaucoup parlé ce matin, mais on n'a pas pu traiter vraiment le sujet complètement. Donc on va revenir un petit peu pour un zoom. Alors, il y avait une culture, c'est quoi la culture en relais? Bon, je pense que vous avez bien compris maintenant, effectivement, que c'est deux cultures, une culture semée ici en l'occurrence dans une céréale. Bon, c'est souvent du blé, ça peut être de l'orge, etc., mais c'est souvent du blé. Et pour nous, on a distingué effectivement deux phases pour regarder un peu le rendement de cette culture. Une phase de compétition pendant laquelle le soja va être soumis à une compétition. Alors, on pensait très fortement que c'était une compétition pour la lumière, logiquement, sous un blé. Mais on verra aussi que c'est quand même une compétition très forte pour l'eau, principalement. Et puis ensuite, la deuxième phase, c'est une phase de récupération. Le soja doit essayer de développer le plus rapidement possible sa couverture pour essayer de capter du rayonnement et compenser effectivement cette phase un peu difficile qu'il a vécue. Voilà, donc on rentre dans la logique des deux récoltes la même année. Alors c'est vrai que dans le projet 3C2A, il n'y a pas eu beaucoup d'agriculteurs qui ont pratiqué. C'était peut-être plus d'ailleurs aussi du sorgho, je crois aussi, qui était en relais aussi, qui est une autre façon aussi de le faire. Donc tous les intérêts ont déjà été un peu vus. L'intérêt, ça peut être de rester aussi dans une date de semis conventionnelle. Et dans pas mal d'endroits où ça a été travaillé dans le monde, aux États-Unis en particulier, ils trouvaient souvent que c'était plus intéressant par rapport à du dérobé parce que ça permettait de se développer beaucoup plus au nord, par exemple, dans certaines régions où on ne pouvait pas faire du dérobé en gardant un petit peu des dates de semis classiques. Donc on est parti un petit peu sur cette logique-là. Voilà, alors pour ça, il y a de nombreux défis à relever. Donc, pour le soja, déjà réussir la levée. On est en semi-direct, dans des conditions hydriques qui sont parfois pas optimales. Donc, on va vraiment dépendre de l'humidité ou de la pluviométrie. Bien sûr, on va voir qu'on peut irriguer, mais voilà, ça veut dire qu'on va irriguer dans le blé. Voilà, donc c'est une autre problématique. Donc la problématique, le défi, c'est aussi la croissance précoce du soja, comme je le disais, en conditions ombrées et surtout en conditions contraignantes sur le plan hydrique. Réussir la récolte du blé sans dommage pour le soja. Il y a un petit peu une course de vitesse entre le développement du soja et le blé. On a vécu un petit peu toutes sortes de scénarios à Haussville où parfois le soja dépassait le blé à la récolte du blé, ce qui est un peu embêtant. Voilà, il y a des techniques pour éviter ça un peu, mais il faut bien réfléchir les choix variétaux en particulier. Et puis le contrôle des adventices, puisque de manière générale, on va pas désherber le soja, donc c'est difficile. Et donc on a une problématique potentielle de concurrence avec les adventices, et en particulier, on apporte quand même beaucoup d'eau, donc quelque part, voilà, tout ça se développe de manière importante. Et puis côté blé, les enjeux sont de pouvoir implanter quand même le soja dans le blé sans trop pénaliser la culture en place. Bon, ça peut se faire, mais ça veut dire qu'il faut quand même réfléchir aussi aux dates de semis par rapport au développement de la céréale. Et puis, des questions un petit peu de compensation des rangs non semés. On perd un peu de rendement sur le blé, mais globalement, l'idée, c'est d'essayer de voir si on compense ça sur la séquence de culture. Alors, je ne vais pas trop vous parler de ça aujourd'hui, mais il y a eu, dans 3C2A, il y avait effectivement, il y a eu une première phase où en fait on découvrait, la technique ici sur l'unité expérimentale. Donc effectivement, il a fallu un petit peu réussir un certain nombre d'éléments techniques. Gilles pourra peut-être faire part de son témoignage dans les questions. Il y a eu des mises au point de matériel, etc. Au bout de 2 ans, on dit on commence un peu à maîtriser, enfin entre guillemets, la technique. Et donc on s'est plutôt lancé dans le projet IFAR en se disant, quel type d'idéotype de soja serait adapté à ce nouveau mode de culture, parce que c'est un peu nos problématiques ici de l'équipe. On change les systèmes de culture, alors on va changer aussi les choix variétaux et comment on s'adapte. Et puis comment évaluer tout ça dans un système en relais. Donc je vais parler plutôt de ça en fait cet après-midi.
Et donc pour ça, on a eu des dispositifs expérimentaux pendant 2 ans. Alors il y a une année, je dirais, où ça a plutôt bien marché, 2021. C'était un peu notre année un peu emblématique pour en parler. Et l'année 2022, c'est peut-être l'année pour dire tout ce qu'il ne faudrait pas faire, quoi. Je ne vais pas trop en parler, je vais vous en parler un peu moins. Bon, même si c'est toujours intéressant de parler des expériences qui ne marchent pas. Vous voyez un petit peu ici le dispositif. C'est un dispositif en micro-parcelles, comme on fait de l'évaluation variétale, 3 blocs, etc. L'idée ici, c'était quand même de se dire, est-ce qu'on est capable d'évaluer des variétés comme on ferait dans un système conventionnel, mais dans des systèmes vraiment différents. Donc il a fallu effectivement réfléchir combien de lignes de soja, combien de lignes de blé, etc. On a commencé par prendre 6 lignes de soja, puis la deuxième année on a pris 4 lignes de soja, etc. Pour essayer un petit peu d'éviter de détruire trop le soja et remplacer par du blé par exemple. Bon voilà, il y a une série de mises au point sur lesquelles on pourrait revenir. Et puis donc avec des dates de semis, vous voyez le 6 mai et le 9 mai, donc dans des dates conventionnelles pour du soja. C'est pas extrêmement tôt, mais c'est correct. Et on a par contre, on ne s'est pas donné ici de limite trop parce qu'on voulait voir la réponse des variétés. Donc on a regardé vraiment largement les groupes de précocité. Alors on sait bien que pour ces dates-là, c'est plutôt des groupes 0, 1 ou 2, en général en conventionnel. Mais on a voulu voir avec des variétés plus précoces, avec l'hypothèse que, est-ce que dans des variétés plus précoces, dans ces systèmes-là, on n'aurait pas un certain avantage à se développer plus précocement. C'était peut-être une hypothèse un peu simpliste, mais on a essayé de voir ça. Et on a aussi prévu un dispositif témoin avec quelques variétés de soja en pur, j'appelle ça en pur, c'est-à-dire en conventionnel, hors système relais, pour pouvoir un peu comparer les performances. C'est plus des points de référence vraiment qu'une comparaison extrêmement, je dirais, analytique. Alors là, vous voyez ici les irrigations qu'on a menées. Alors il y a 2 phases. Il y a la période de compétition. Au départ, je ne suis pas sûr qu'on avait l'idée vraiment qu'on allait arroser le soja dans le blé. Et puis finalement, on s'est dit, voilà, si on n'arrose pas le soja, il va crever, quoi. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, en 2021, on est amené à faire un passage dans le blé. Donc, il faudrait réfléchir effectivement autour de ça. Et il y a peut-être une espèce d'optimisation aussi à faire de l'irrigation qui peut servir au blé et au soja. Et ça peut être aussi intéressant à réfléchir après au niveau de la séquence. Et puis ensuite, une irrigation plus classique en phase de récupération. Mais vous voyez, en 2022, on a été amené à irriguer même encore plus intensément pendant la phase de compétition. Tout ça, tout simplement, ça pour avoir à la sortie du blé du soja qui est présent. Alors on a regardé toute une série de choses. On s'est intéressé bien sûr aux conditions d'implantation. Donc là, ce sont les résultats de 2022. Je montre ces résultats, disons de manière générale, peut-être que Jérôme pourra revenir là-dessus, mais on n'a pas eu de très très gros problèmes d'implantation parce qu'effectivement, il y avait l'irrigation aussi qui assurait quand même, qui facilitait la mise en place. Ce qu'on a trouvé intéressant l'année dernière, c'est qu'en fait, on avait une parcelle en référence qui était en soja pur et puis le soja relais. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, les taux de levée ont été bien supérieurs en culture relais par rapport à la culture pure. Alors tout ça, ça a été analysé et mis en relation en particulier avec les dégâts d'oiseaux, la protection qu'effectue aussi le blé par rapport au soja. Donc c'est quelque chose peut-être qui peut être intéressant pour la suite par rapport à ces histoires un petit peu de mise en place des cultures. Alors on a fait un certain nombre de caractérisations classiques en agronomie. Donc on a regardé un petit peu la biomasse du soja à différents stades, et puis différentes caractéristiques comme la hauteur des plantes, la surface foliaire, etc. On a aussi mesuré la lumière avec différentes méthodes. Je vous montrerai un petit peu ça. Tout ça pour essayer de caractériser les variétés aux différents stades. Alors, après la phase de compétition, finalement, quelles sont les variétés qui se sont mieux débrouillées après cette phase de compétition particulièrement, je dirais, agressive. Et puis ensuite, quelles sont les variétés qui ont pu récupérer donc au stade R5, essayer de voir la biomasse du soja par rapport à la biomasse au stade R1, etc. Donc voilà quelques résultats. Alors c'est peut-être le tableau le plus lourd là, mais qui vise ici simplement à comparer. Alors vous avez une colonne RC, c'est le culture en relais, la culture pure, la culture en relais, culture pure pour les 2 années. Simplement pour vous montrer la baisse de biomasse par rapport à une culture pure. Donc vous avez ici moins 84
au stade R1, donc à la récolte du blé. Lorsqu'on récolte le blé, le soja a perdu 84% de la biomasse par rapport à une culture pure. Et puis, bien sûr, une récupération, ce qui fait qu'au stade R5, on est à moins 63%. Et puis, quand on va tout au bout, ici, au rendement, on est à moins 55%. Voilà. Donc, on a un peu récupéré des choses, mais voilà. En gros, hein, le soja en relais, c'est la moitié du soja en pur. Voilà, je pense que le reste, ça ne vaut pas la peine de commenter. Alors, on voit entre 2021 et 2022. Alors, il faut quand même dire quelque chose. 2021, c'était notre bonne situation, culture d'hiver, bien implantée, etc. Tout marchait bien. 2022, on s'est fait un petit peu avoir et on a dû implanter un blé dur de printemps. Donc, blé dur de printemps, c'est une croissance évidemment beaucoup moins développée, etc. Et on a ce problème du soja qui dépassait presque le blé, quoi. Et donc, on voit effectivement il y a un effet concurrentiel moindre qui fait que on a moins de réduction ici, bien sûr, du rendement en culture relais, mais bon, c'est pas forcément très positif parce que ni le blé n'a fait un bon rendement, ni le soja sur ces années-là. Année un peu particulière également. Alors voilà, donc je vous le disais, une des questions que s'était posée aussi, c'était un peu caractériser l'environnement. Qu'est-ce qui change quand on est pour le soja, quand il est en relais par rapport en pur? Alors vous allez me dire, la première chose, c'est qu'il a moins de lumière. Oui, c'est ça. Et donc on voulait quand même essayer de regarder ça. Donc on a mis des capteurs dans le végétal, etc. Bon voilà, c'est un peu notre rôle à l'INRA de regarder ça un petit peu plus en détail. Et puis, on a pu caractériser, en fait, au cours du temps, là, vous avez vous avez à peu près les 2 mois qui vont de la récolte du blé au stade d'à peu près R5, je pense. Hein, les 2 mois de compétition du soja, depuis le semis jusqu'à la récolte du blé. Pardon. Et donc, vous voyez ici le pourcentage de rayonnement qui est disponible pour le soja. Par rapport au rayonnement incident. Hein. Donc, s'il n'était pas couvert, il serait à 100%, hein, le rayonnement. Là, il n'a plus que 70% en 2022 parce qu'effectivement, il n'y avait pas de forte compétition par le blé dur. Mais dans l'année normale, voilà, on devrait être un blé qui a bien fonctionné. On est plutôt à entre 30 et 40% de rayonnement disponible pour le soja. Donc, il y a bien sûr un effet de la compétition pour la lumière, mais pas que. Voilà. Ensuite, on a regardé un petit peu des indicateurs précoces. On voulait se dire, finalement, est-ce que ce qu'on observe à la sortie de la compétition par le blé, je dirais pas les jeux sont déjà faits, mais est-ce que il n'y a pas un certain nombre de choses qui sont déjà enclenchées malgré les très faibles biomasses. Vous voyez ici les très faibles biomasses du soja à la récolte du blé. On est entre 20 et 50 grammes par mètre carré. C'est pas énorme. On voit qu'on a déjà, effectivement, si on prend les rendements du blé ici, vous voyez qu'il se balade entre 10 et 30 quintaux. Vous avez déjà un classement alors qui est pas complètement le hasard parce qu'on retrouve un peu aussi les groupes de précocité, hein, c'est-à-dire les variétés les plus tardives sont ici, intermédiaires ici, et puis les plus précoces là. Donc, c'est déjà finalement dans le blé, voilà, il y a déjà ce classement qui s'observe. Donc finalement, on a un peu notre hypothèse que peut-être les précoces pouvaient peut-être un peu prendre un peu le dessus à un moment. Ne s'est pas du tout révélé. Et puis ça, ce classement, finalement, il se révèle constant parce que là, on est au stade R5, c'est-à-dire à peu près 5-6 semaines après. Vous voyez, le classement n'est pas du tout modifié. Hein. Donc ça veut dire que finalement, il y a, à part quelques variétés qu'il faudrait regarder peut-être un peu plus en détail ici, il n'y a pas eu vraiment de rattrapage, de récupération spécifique d'une variété par rapport à l'autre pendant la phase. Donc tout est un peu joué, je dirais, très tôt à la sortie du blé. Et on a regardé aussi une deuxième question qu'on avait qui était autour de essayer de voir les indicateurs précoces. Qu'est-ce qui est important de voir? C'est finalement cette phase un peu de récupération, la couverture du soja, parce que c'est très important. Évidemment, plus il couvre vite, on l'a dit, évaporation, on l'a dit adventice, on l'a dit potentiel de capture de rayonnement. On n'a que des bonnes raisons d'aller vite et de couvrir vite le sol. Et ça, finalement, pour le regarder, on a utilisé un certain nombre d'outils. Alors, des outils plus simples, ici à droite, un peu classiques, hein, donc des capteurs où on va sous le soja, puis on regarde le rayonnement qui est disponible. Hein. On regarde vers le ciel. Et puis d'autres plus élaborés. Gilles avait parlé de la phénomobile, etc., donc qui permet effectivement de prendre
des prises de données. Alors, c'est du multispectral. Je pense qu'on regarde ici dans le visible, la réflectance du couvert, enfin, qui permet ensuite d'analyser en fait l'indicateur qu'on va appeler F-cover, donc le pourcentage de couverture en fait du soja. Donc, vous voyez ici des photos là dans le visible. Alors, vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est ce qu'on voit. On voit des sojas avec des parts de sol plus ou moins importantes. Et on voit donc ici, effectivement, alors ici c'est au 13 août, hein, on aurait les mêmes relations avec des stades plus avancés, et on pourrait, je pense qu'on n'a pas pu le faire parfaitement sur ces 2 années-là, c'est en 2021, c'est de couvrir plus largement dès la phase de récolte du blé, de voir cette dynamique de couverture de manière plus fine. Bon, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément réussi à faire. Donc on a quelques prises de données qui vous montrent bien effectivement que les rendements observés sont tout à fait bien classés par rapport, quelles que soient les méthodes utilisées, que vous regardiez par en dessous ou par au-dessus, permettent un petit peu de classer les rendements observés. Donc on vient vraiment sur l'importance de cette couverture du soja et de la rapidité de couverture du soja. Et ça c'est peut-être un autre indicateur qu'il faudrait qu'on étudie par la suite. Voilà, alors en termes je vous disais que l'année 2022 avait très mal marché. Vous voyez, les rendements sont très faibles. On a fait des rendements inférieurs à 12 quintaux. Donc pour le soja, c'est quand même pas très bien. Malgré tout, on a retrouvé un certain classement, une certaine stabilité, je dirais, des classements entre les 2 années, malgré des conditions qui n'avaient vraiment rien à voir en termes de compétition. Et donc finalement, un petit peu nos conclusions ici, je vous ai mis plusieurs images de couverts là, avec je dirais des surfaces foliaires croissantes hein, de gauche à droite, et des rendements également qui sont croissants. Et vous voyez que ça suit à peu près aussi les groupes de précocité, hein, mais pas que, mais il reste de la variabilité, mais c'est quand même beaucoup les groupes de précocité. Et donc nos conclusions finalement ne sont pas tout à fait très originales. Finalement, est-ce qu'il y a des variétés vraiment adaptées au relais cropping? On a plutôt conclu que c'était un peu pareil que le conventionnel, mais peut-être c'était encore plus vrai dans le conventionnel, c'est-à-dire qu'en fait, les groupes tardifs, finalement, ont une part de leur vie, je dirais de leur cycle de vie, beaucoup plus court pendant la phase de compétition, des capacités de récupération, donc avec tout ce qui va derrière en termes de contrôle des adventices, etc., capture du rayonnement. Donc finalement, ça redonne encore finalement des capacités de récupération plus importantes qui donnent la primauté plutôt à ces variétés. Donc voilà, donc ça c'est pas une conclusion très originale, mais bon, il fallait qu'on la fasse. Par contre, si on regarde un peu les rendements, alors j'ai pas beaucoup de points ici, mais du soja pur ici, donc dans des essais avec des soja au relais, vous voyez que pour des bons rendements, je dirais, alors c'est sur des micro-parcelles, hein, bien sûr, hein, de soja, il vous reste une variabilité importante quand même d'expression entre 20 et 30 quintaux ici des variétés en relais. Donc il y a des choses qu'il faut qu'on analyse un petit peu plus parmi ces variétés-là, qu'on regarde un petit peu plus finement. Et de la même manière, si on regarde sur le F-cover, donc le pourcentage de couverture en relais ici par rapport à la situation en culture pure, on voit qu'on a une espèce de corrélation un peu lâche, mais qu'effectivement, malgré tout ici, pour des situations qui sont en pure, je dirais bien couvrantes, au-delà de 80%, donc c'est vraiment des situations très bien couvrantes, il nous reste effectivement en relais une variabilité assez importante. Donc voilà, donc il reste encore effectivement par-delà ces noms de variétés hein, qu'on pourrait mettre en avant, essayer de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui fait je dirais, la réussite de telle ou telle variété parmi ces groupes tardifs. Voilà, donc c'était à peu près les conclusions. Et puis je remercie bien sûr tous les collègues, nombreux stagiaires, etc., qui ont participé à toutes ces mesures. Merci Philippe pour sa présentation. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Vincent. Oui, j'avais par rapport à la récolte de la céréale à paille. Je sais qu'à l'époque, quand on avait travaillé le soja associé au tournesol, on s'était heurté lors de la récolte du tournesol à l'écrasement par la moissonneuse, en fait, aujourd'hui avec les largeurs de roue. Bon, là, j'imagine que c'est en condition expérimentale, mais c'est vrai que
c'est une difficulté. Finalement, le gain, une partie du gain de l'association était perdue par cet écrasement, en l'occurrence du soja, au moment de la moisson du tournesol. Voilà, c'est un peu pour ça qu'on est passé, alors, je parle sous contrôle de Gilles, de 6 rangs. Au départ, on a mis 6 rangs de soja et on les a écrasés finalement à la récolte. Et on a dit ça sert à rien de les écraser finalement, on va mettre que 4 et mettre du blé à la place. Bon, et puis voilà, enfin, donc on est passé, on est passé plutôt à cette évaluation, donc ça fait une surface effectivement quand même plus faible. Alors après, c'est vrai que vous avez peut-être vu dans les diapos, je navigue toujours un peu entre les deux, mais rendement 4 ans, rendement 6 rangs, bon, ça dépend effectivement si on prend les 4 ans ou si on prend l'ensemble des 6 rangs pour évaluer le rendement à l'échelle de la parcelle. Ça peut être plus ou moins élevé selon la norme que l'on prend, sachant qu'il y a du soja écrasé, quoi. La deuxième année, on est parti sur du rendement 4 ans, ouais. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'en parlerez pas, mais moi ça m'intéresse quand même de savoir un petit peu la baisse de rendement sur le blé quand même. Parce que quand on voit des rendements en soja qui sont à 1 tonne 5, si l'association pénalise trop le blé, où est l'intérêt quoi en fait? Je n'ai pas trop les chiffres en tête, mais j'aurais dit 10% peut-être de baisse, ou peut-être sur le blé. C'est vrai qu'on l'a regardé, hein, mais les premières années surtout. Ouais. On avait peut-être regardé ça un peu plus les premières années, tu sais, de 3C2A, mais on n'avait pas des situations aussi bien, je dirais, réussies de soja, quoi, en fait. Donc on balbutiait un peu plus. Moi, j'ai vu si on revient sur les travaux Arvalis, ils avaient aussi un peu travaillé sur cette association. J'avais en tête que c'était peut-être, je veux dire, 10% de baisse peut-être sur le blé, du fait de l'ouverture des lignes, enfin, on a moins de lignes de blé, quoi, tout simplement. Il y avait une certaine compensation quand même qui se faisait. Alors ça, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas, oui. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Ouais, on sème à peu près, c'est entre le gonflement et le début de l'épiaison. Enfin voilà, c'est un stade où les tiges sont encore assez flexibles, donc ça casse pas. Il ne faut pas que ça casse, évidemment. Bien. Allez, vraiment la dernière. Alors simplement, je trouve qu'il y a quand même un certain risque parce que nous, on a à peu près dans le lot 2 années sur 10 où on récolte les céréales très tard parce qu'on a des mois de juillet humides. Donc, quid de la qualité de la récolte en blé et puis de l'impact sur le soja s'il monte et qu'on l'abîme à la récolte derrière. C'est risqué. Ouais, alors il y a des systèmes de patins là aussi pour coucher un peu, voilà, mais bon, je sais pas. Il y a toujours un petit peu de soja sur le côté qui se fait scalper. Donc c'est sûr que c'est un risque quand même assez important, quoi. Oui, ces espèces de skis là, on les retrouve effectivement dans les pays où ça se développe. Ouais. Enfin, sur des niveaux de rendement, les Américains sont un peu plus extensifs, sont sur des grandes surfaces et des niveaux de rendement moindres. C'est-à-dire que nous, on est des jardiniers à côté d'eux. Et je ne vais pas refaire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en termes de risque, là, au bout du projet 3C2A, c'est une technique qui nous paraît plus à risque et il faut l'acquérir du matériel supplémentaire, contrairement à une dérobée qu'on viendrait implanter après une culture principale. C'est-à-dire qu'on gère nos 2 cultures individuellement, c'est un peu plus simple à gérer. Et en plus, tu l'as rappelé tout à l'heure, enfin vous l'avez rappelé tout à l'heure, si on repart à l'échelle rotation, la gestion des adventices, ça devient plus problématique.
faut faire attention aux herbicides qu'on va mettre sur le blé pour pas flinguer le soja. Le soja, on ne veut pas le désherber. Enfin, il va falloir anticiper. Désolé. Oui. Je rajouterais que aussi la problématique de l'irrigation, hein, qu'on retrouve beaucoup en dérobé. Une des hypothèses, c'était qu'en relais, on pouvait se passer de cette irrigation au départ. Et en fait, pas du tout, quoi. Enfin, pas sur ce qu'on a observé. Donc, c'est vrai que ça augmente les contraintes, finalement, pour ce type de pratique. Oui, mais je pense qu'on pourrait peut-être optimiser quand même la gestion de l'irrigation en réfléchissant blé et soja par rapport à la logique protéine, apport d'azote, etc. Peut-être qu'il peut y avoir un intérêt d'un apport d'eau assez un peu avant la floraison du blé, par exemple. Pas mal d'années, ça peut être utile, hein, je pense.